مرحبا بكم الناس الكل، صحة شريبتكم ان لايف تولك شو كيما العادة على الفيسبوك. مرحبا بالناس الكل اللي قاعدين يتابعوا فينا. معكم فارس بن سويلح et اليوم je suis très content, très honoré de recevoir ma coach. En fait, cette dame-là que vous êtes en train de voir sur l'écran, elle m'a accompagné dans un cursus de formation de coach. J'ai le plaisir de recevoir Amel Hihi du Maroc, coach professionnel PCC dans le cadre de International Coach Federation. نقول لك رمضانك مبروك وصحة فطورك كما تقولوا في المغرب. Merci beaucoup, Faris. Merci pour l'invitation. C'est vraiment un grand plaisir de partager ce moment avec mes amis tunisiens. Et puis de parler d'un sujet qui me tient énormément à cœur et que je fais avec passion et que j'aimerais partager avec tout le public qui nous suit. Justement, اليوم on va dédier ce talk show au coaching. C'est un concept اللي هو il est tendance trending في العالم. Par contre, peut-être on le comprend mal, il y a des confusions, on se proclame coach tout le temps. Je vois des gens qui même affichent head coach et coach sur leur t-shirt. Après, qu'est-ce qu'il y a derrière? Qu'est-ce qu'il y a? Quel parcours ils ont suivi, etc. On va découvrir tout ça. C'est quoi la posture? Est-ce que le certificat de coach fait le coach? Est-ce que l'habit fait le moine? Ça, c'est des questions un peu existentielles dans le monde de l'entreprise et du coaching qu'on va découvrir petit à petit. Alors, je t'ai introduit, Amel, en tant que coach PCC professionnel. Par contre, tu n'es pas né coach, hein. Tu as fait un parcours assez intéressant dans le management, tu as été dans des multinationales, des entreprises. Je souhaiterais bien que tu t'introduis au public tunisien. Peut-être il y a des gens qui te connaissent, d'autres qui ne te connaissent pas. Donc, ça sera l'occasion de voir un petit peu le parcours et ce déclic, ce switch vers le coaching. Merci Faris. C'est clair que on ne s'autoproclame pas coach. Il y a tout un cheminement et essentiellement un coach professionnel. À mon sens, le coach professionnel doit avoir un background professionnel. Il doit avoir vécu en entreprise. Et exactement, c'est mon cas parce que j'ai vécu 20 ans en entreprise où j'ai gravi les échelons comme tout le monde au fur et à mesure, à force de travail, de persévérance, de formation. Et puis, clairement, j'ai occupé des postes de management où j'ai managé quand même pas mal d'équipes. Et cette complexité managériale m'a fait un petit peu un déclic dans le sens où je me sentais pas forcément outillée sur le plan accompagnement pour pouvoir faire grandir mes équipes. J'avais cette volonté, et j'avais cette envie, mais pas forcément les outils nécessaires. Et la première démarche vers le coaching a été essentiellement déclenchée par ça, par une envie de me former à l'accompagnement de mes équipes. Donc, j'ai démarré par une petite formation au départ. Je ne savais pas du tout où ça allait me mener et surtout pas que j'allais en faire un métier. Donc, au départ, j'ai entamé cette formation pour pouvoir acquérir des compétences, pour mieux être plus performante par rapport à ma mission de directrice business unit, parce que c'était mon poste à l'époque. Et donc, j'avais quand même pas mal d'équipes à manager. Et puis, c'est comme ça que j'ai découvert le coaching et que je me suis dit, c'est vraiment ça que j'ai envie de faire parce que ça répondait quelque part à deux aspects importants. Un aspect d'accompagnement humain et un aspect de développement des compétences. Donc, ça venait un petit peu croiser ces deux choses qui me tenaient à cœur. Et que c'est comme ça que j'ai un petit peu, bien sûr, approfondi mes formations pour pouvoir exercer ce métier. Donc, si j'ai bien compris, devenir coach, peut-être on ne peut pas l'être à 20 ans, à 18 ans, il faudrait avoir du background, de l'expérience professionnelle pour pouvoir accompagner les autres. À mon sens, oui. Moi, souvent on me pose cette question, on me dit, est-ce qu'il y a un prérequis pour être coach? Moi, je pense qu'il y a deux prérequis et ça dépend dans quel domaine on veut exercer ce coaching. Pour moi, le premier prérequis, c'est d'abord beaucoup de cette envie que les autres réussissent. Ça, pour moi, c'est un prérequis très important dans le métier de coach. Cette envie que la personne qui est en face de moi, j'ai envie que cette personne réussisse. Et que, quelque part, je crois en cette compétence de réussite. Ça, c'est de un. Et la deuxième des choses, quand on fait du coaching professionnel, c'est d'avoir quand même peu importe dans quel domaine on a exercé, mais d'avoir vécu en organisation pour comprendre un petit peu toutes les problématiques et pour avoir une empathie avec notre client.
Donc ça, c'est les prédispositions que tu vois pour le métier de coach et ça, c'est très important. Alors, on entend parler de ce métier-là. Et c'est devenu un métier malgré le fait que dans plusieurs pays, même dans l'Occident, ce n'est pas très régulé. Mais il y a des organisations assez intéressantes comme ICF et autres. On va parler Bien sûr. de toutes les écoles. Hein. Ce n'est pas uniquement exclusif à ICF aujourd'hui. C'est quoi un coach? Tout simplement, c'est quoi un coach? Alors, un coach, c'est un partenaire. C'est, au fait, le coaching en tant que tel est défini comme étant un partenariat avec le client. C'est un processus, au fait, c'est un processus créatif qui est générateur de réflexion et qui permet de développer le potentiel personnel et professionnel de nos clients. Donc, c'est un processus de dialogue générateur de changement chez le client. Et ça demande bien sûr des compétences. On ne vient pas et exercer le coaching comme ça du jour au lendemain. Ça demande un développement de compétences, ça demande une formation solide et pas qu'une formation parce que se former uniquement n'est pas suffisant pour exercer en tant que coach. On apprend le coaching en pratiquant. Donc, c'est par la pratique qu'on développe justement nos compétences de coach avec bien sûr une base, une assise solide théorique. Mais c'est à travers la pratique qu'on arrive justement à développer. Et c'est dans ce sens que nous, je me permettrai de partager quand même par rapport à ICF, qu'il y a 3 niveaux de certification qui sont en relation directe avec le nombre d'heures d'exercice de coaching. C'est pas pour rien que ça a été mis comme ça. C'est qu'on estime que plus vous exercez en tant que coach, plus vous allez acquérir de l'expérience et plus vous êtes apte justement à mettre plus en évidence ses compétences et à révéler encore plus le potentiel de vos clients. Donc voilà, Donc, on c'est devient un coach en pratiquant. en coachant. Et c'est ça ce qui est intéressant. Très bien, donc ça c'est la posture. Donc, d'après ce que je comprends, le coach n'est pas une personne qui devrait avoir du bagage dans une spécialité bien déterminée, contrairement au formateur probablement, qu'il est là pour délivrer des compétences. Toi, tu es formatrice aussi, mais on délivre des compétences parce qu'on est expert dans le métier. Mais le coach, il est expert plutôt dans le process dont tu viens de parler. Tout à fait. Au fait, le coach n'est pas là pour donner des solutions, donc c'est pas du tout, il n'a pas la casquette de consultant. Un consultant en attend de lui justement cet apport d'expertise. Le formateur en attend de lui cet apport aussi en termes de compétences et de transmission de compétences. Alors que de la part du coach, on n'est pas dans cette posture-là du tout. On est dans une posture de libération de potentiel et on part du principe que chez notre client, il a toute la capacité, les ressources nécessaires pour pouvoir grandir et se développer par lui-même. Et donc, dans le processus de coaching, il y a un élément très, très important qui est la responsabilisation du client dans le processus. Dans le sens où le client est complètement responsable de la réussite de son coaching, il est responsable de ses actions, et il est responsable justement de tout ce qu'il va mettre en place pour pouvoir se développer. Donc, c'est un élément qui est au cœur du partenariat et c'est pour ça que c'est un partenariat. Et il n'y a pas d'opposition, je suis le coach, le super coach, etc. Pas du tout. On est au même niveau que notre client et on est là pour l'accompagner à justement se responsabiliser et surtout développer son potentiel. Tu as parlé de responsabilité, d'engagement, de partenariat et de client. Et ça, c'est très bien parce que parfois, on fait la confusion entre une écoute amicale, comme une cellule d'écoute où on est là pour une amie ou un ami parce qu'il a besoin d'être écouté, de parler, etc. Et la posture du coach qui est un vrai métier où il y a un engagement. Les gens payent de l'argent et il y a un engagement quelque part du résultat, mais pas forcément du côté du coach, mais plutôt du côté du coaché, parce que le coach, il est là pour être responsable sur le processus. Alors, tu as quand même parlé d'un point très, très important, c'est que dans le processus de coaching, on ne peut pas parler de coaching s'il n'y a pas de demande, s'il n'y a pas un contrat. Donc, si par exemple, je rencontre une amie et que cette amie, elle a envie de me raconter quelque chose et quelque part, je lui dis, voilà, je l'ai coachée, c'est pas vrai. Ça, c'est pas du coaching. Parce qu'il n'y a pas une demande claire, parce que elle n'a pas été formulée par la personne elle-même et parce qu'on ne s'est pas mis d'accord sur un objectif à atteindre ensemble. Donc là, on n'est pas dans une relation de coaching. La relation de coaching ne peut démarrer et ne peut être validée que s'il y a une demande volontaire de la part de la personne qui se fait coacher.
Donc, c'est clair, on peut pas forcer un coaching. Plutôt, le coaché, il est là pour demander l'aide et l'accompagnement du coach. On entend Ouais. parler de deux types de coachs, deux grandes familles, les life coach et les coachs business. Toi, tu es plutôt positionné sur le marché en tant que business coach parce que tu as vécu énormément d'étapes de leadership au niveau des entreprises, etc. C'est un choix personnel de ta part. Mais je voudrais bien qu'on explique un petit peu la différence entre les deux. C'est quoi le life coaching? C'est quoi le business coaching? Alors, moi, je dirais plutôt, effectivement, dans le coaching professionnel, parce qu'il n'y a pas que le business coaching. Dans le Oui. coaching professionnel, il y a du business coaching, il y a du career coaching, il y a du leadership coaching. Donc, il y a plusieurs façons d'accompagner, mais en tout cas, on peut le mettre sous la coupole du coaching professionnel, c'est-à-dire qu'on accompagne sur des problématiques professionnelles. Maintenant, il y a un point de vigilance sur lequel j'aimerais quand même il faudrait quand même le regarder. Ce point de vigilance, c'est que on ne peut pas coacher une personne que sur une problématique professionnelle sans aborder sa vie personnelle, parce que c'est très lié. Donc, quand je dis oui, je fais du coaching professionnel, ça ne veut pas dire que durant ce coaching professionnel, le volet personnel ne va pas être discuté, ce n'est pas possible. D'accord? Et parfois, le volet personnel est l'un des leviers du développement de carrière ou du développement du potentiel ou le développement du leadership de la personne qu'on coach professionnellement. Donc, ça va de soi, je dirais. Maintenant, c'est clair, la différence, elle est dans quel est le besoin que j'adresse, quelle est la porte d'entrée, si vous voulez. Donc, la porte d'entrée, c'est un coaching professionnel. La porte d'entrée, je viens pour me développer professionnellement, pour changer de carrière, pour tout simplement, j'ai un nouveau poste de dirigeant, je voudrais savoir comment je peux le gérer au mieux, etc. Donc, la porte d'entrée, c'est une problématique professionnelle. Et pendant le coaching, on va aborder forcément des questions personnelles. Alors que dans le life coaching, la problématique, la porte d'entrée est personnelle. Cela ne veut pas dire que je ne vais pas aborder peut-être la problématique professionnelle. Donc, c'est la porte d'entrée qui change, sachant que par la suite, bien sûr, je dirais, c'est avec quoi on est le plus à l'aise, avec quoi qui on attire comme client aussi. Parce que ça, c'est quelque chose que j'aimerais bien partager. C'est que finalement, le coaching, on dit ne se vend pas, ça s'achète, mais en même temps, on attire vers nous des clients qu'on inspire ou des clients qui pensent qu'on va pouvoir les aider à trouver des solutions. Et donc, d'une manière tout à fait naturelle, on va avoir plutôt des clients beaucoup plus sur des problématiques professionnelles que des problématiques personnelles. Mais moi, je fais ce choix-là dès le départ de me positionner sur du coaching professionnel parce que voilà, j'avais envie quand même de capitaliser sur mes 20 ans d'expérience en entreprise et que je pensais que quand même ce regard allait être un plus dans l'accompagnement par rapport au coaching professionnel. Tu as dit une phrase qui m'interpelle. Ça se vend pas, ça s'achète. Donc, c'est les gens qui viennent vers le coach. Il y a une certaine loi d'attraction, si on peut qualifier ça comme une loi, qui attire les gens vers le coach. Et j'entends parler du terme très bon coach, excellente coach, super coach. Mais il s'avère qu'il y a des gens qu'on appelle super coach, mais il y a des clients qui n'apprécient pas ou que ça marche pas. Donc, apparemment, il n'y a pas de bon coach, mais il y a le bon coach pour le bon client. Tout à fait. Je suis tout à fait d'accord avec toi sur ce plan-là. Parce qu'au fait, la relation de coaching est d'abord une relation de confiance et d'intimité. C'est une relation au fait de feeling aussi. Ça passe ou ça passe pas. C'est une question aussi de style. Hein. Heureusement qu'on a des styles différents. Chaque coach a son propre style et c'est ça toute la richesse de notre métier. C'est que chacun va apporter quand même, chaque coach va apporter son background, sa personnalité, sa façon d'être, sa façon de voir, etc. Son énergie aussi, qui va correspondre à certaines personnes et pas à d'autres. Et donc, clairement, c'est comment ça match. Le coach avec le coaché, je dirais bien même dans l'autre sens. C'est-à-dire que même pour le coach, cette relation-là, c'est une relation qui va être construite et qui va être basée beaucoup sur la confiance et sur la responsabilité, comme j'ai dit tout à l'heure. Et donc, chacun va trouver, comme on dit, la personne qui lui convient
Par exemple, nous, au cabinet, quand j'ai des demandes d'entreprise pour le coaching, nous, dans notre procédure, dans notre process, on fait rencontrer aux clients minimum de coachs. Pour que cette personne puisse justement voir avec quel coach il serait plus à l'aise. Et c'est à lui de choisir. Et c'est tout à fait compréhensible parce que d'abord, si on n'a pas cette relation de confiance, on ne peut pas aller plus loin. Et qu'est-ce qui se passe dans ces rencontres-là? Juste un petit échange, une introduction? Oui, c'est une prise de contact, c'est une réunion de prise de contact par rapport à la compréhension du client par rapport au coaching. Qu'est-ce qu'il attend de ce coaching? Quelle est la problématique qu'il pense avoir? Qu'est-ce que le coach pourrait lui apporter? Donc, c'est une petite réunion je dirais, de prise de contact où il y a cet échange et où il y a un feeling qui peut se mettre en place et dire, oui, écoute, avec ce coach, je pense qu'il y a quelque chose qui peut se passer. En tout cas, il m'a inspiré confiance. D'ailleurs, c'est le terme que les gens disent. Ce coach m'a inspiré confiance. Et donc, la relation a déjà commencé à être créée. Et donc, à ce moment-là, on peut aller plus loin. Et d'autre côté aussi, le coach devrait aussi faire un choix. Donc, je pense que ça t'est arrivé de t'excuser pour un mandat de coaching? La vérité, ça m'est jamais arrivé. Ça m'est jamais arrivé parce que moi, je pars du principe que tout un chacun, par contre, c'est-à-dire la relation, démarrer une relation de coaching, tant que la problématique qui est ramenée par la personne est coachable, parce qu'il se peut que la personne nous ramène une situation non coachable. Quand je dis non coachable, ça peut être quelque chose qui relève plus de la thérapie, quelque chose qui n'est pas forcément, ou quelqu'un qui cherche du conseil. Donc, à ce moment-là, on recadre les choses et on démarre pas, bien sûr, une relation de coaching pour que les gens ne soient pas déçus et qu'ils comprennent exactement ce qu'est le coaching et ce qui n'est pas le coaching. Donc, mais quand c'est du coaching, ça m'est jamais arrivé de refuser. Par contre, ce qui est important, c'est de comprendre que cette responsabilité qu'on donne aussi aux clients, c'est qu'ils s'engagent quelque part à mettre en place les actions nécessaires pour réussir. Donc, et ça peut être une source de rupture de contrat de coaching, de part et d'autre d'ailleurs, de la part du client et de la part du coach. C'est clair. Je voudrais m'adresser à tout le monde qui sont en train de nous regarder actuellement sur Facebook. Si vous l'avez noté, et c'est ça la posture du coach, c'est que ML, elle écoute, après elle donne du feedback ou elle répond à mes questions, mais en mode laser. Hein. Ça veut dire le coach, il est plus écoutant que une personne qui parle, hein, contrairement probablement à un formateur où il a ou un consultant où il a de la matière à délivrer. C'est ça ce qui est intéressant. On va interagir un petit peu avec nos amis sur Facebook. Alors, Habiba Benguiza, qui est maître avocat et aussi dans le monde du développement personnel, elle dit en Tunisie, on trouve beaucoup de coachs dans le live coaching ou dans le professionnel qui ne sont pas encadrés professionnellement, c'est-à-dire il n'y a pas un cadre légal. Là, elle est juriste, hein, c'est normal, elle parle de cadre légal. Donc, ils exercent ce métier sous forme associatif ou une académie. Beaucoup de problématiques se posent. Donc, si tu as un commentaire, c'est quoi le cas au Maroc actuellement? Je comprends parfaitement votre point de vue et donc effectivement tous les nouveaux métiers aujourd'hui, pas que le coaching d'ailleurs, même la psychothérapie, la psychologie, etc. Tous ces nouveaux métiers là, quand je dis nouveaux métiers de quelques années, hein, ne sont pas forcément cadrés, mais pas que chez nous, ils sont pas cadrés dans la plupart des pays. Et c'est vrai que ça laisse la porte ouverte à certaines personnes qui sont pas forcément très à cheval sur l'éthique. Maintenant, d'où l'intérêt d'être affilié quand même à une fédération internationale, donc ICF. Moi, je suis certifiée ICF. J'ai fait dès le départ le choix de m'intégrer dans ce cheminement avec ICF parce que effectivement, ça donne plus de poids, ça donne plus de crédibilité à ce qu'on fait parce que c'est quand même cadré dans le sens où il y a d'abord un code d'éthique et déontologique qui nous lie tous. Il y a un moyen pour les coachs certifiés, ceux qui ne respectent pas le code d'éthique, il y a un moyen de revenir vers ICF et on peut être dessaisi de notre certification. Donc, ça donne quand même quelque chose un minimum je dirais, de cadre de sécurité pour nos clients. Il y a aussi des exigences en termes de compétences à avoir et qui sont à chaque fois revues toutes les 3 ans. Donc c'est des choses quand même qui sont qui nous sécurisent et qui nous permettent d'avancer d'une manière plus sereine.
C'est clair. Des questions logiques qui débarquent. Quelle est la différence entre un psychologue ou psychiatre et un coach, une vraie problématique? Quelle différence fais-tu entre les deux postures? Alors, ce sont deux postures très différentes. Dans le sens où le coach, au fait, ça va être quelqu'un qui va accompagner un client d'un point A à l'instant présent, c'est-à-dire qu'on va partir de l'instant présent d'une problématique présente vers le futur pour atteindre un objectif de développement ou d'amélioration vers le futur sans chercher à comprendre les causes, ou essayer de comprendre un petit peu toute l'historique ou tout le passé du client. Ça nous intéresse pas. Ce qui nous intéresse, c'est de comprendre aujourd'hui quelle est la problématique et puis d'aller vers l'amélioration, ou en tout cas l'atteinte de l'objectif de développement de notre client. Alors, par contre, le psychothérapeute, c'est différent. Le psychothérapeute va plutôt accompagner son client à comprendre les raisons pour lesquelles il se trouve dans cette situation-là. Et donc, on va aller plutôt revenir vers des situations passées, on va revenir vers l'enfance, on va revenir à comprendre d'où vient le problème et on va essayer d'accompagner par des outils, par des techniques. Donc, c'est plus long. Une psychothérapie, c'est quelque chose qui est beaucoup plus long dans le temps, alors que le coaching, c'est focus, c'est très précis, on accompagne sur un objectif déterminé. La psychothérapie, on va plutôt chercher la cause, etc. Donc, c'est deux postures très, très différentes. Voici la différence. Et puis, même en termes de, je dirais, d'outils utilisés, de process, etc., c'est pas la même chose. Et bien évidemment, les coachs, éthiquement, ne touchent pas aux pathologies. Non, pas du tout. Alors justement, même quand on est un coach qui est formé sur la psychologie, un coach qui est formé sur la psychothérapie, parce qu'il y a beaucoup de coachs qui se forment aussi à la psychothérapie, mais il faut bien faire la différence selon la demande du client. Si la demande du client est une demande de coaching, on ne doit pas sortir du cadre de coaching. Et si la demande du client est plus d'ordre psychologique, on va aller sur ça. Maintenant, éthiquement parlant, le coach se doit, si jamais il accompagne une personne en coaching et qu'il voit qu'il a un problème, par exemple psychologique, il se doit de référer, c'est pas son ressort, il se doit de référer le client vers des spécialistes. Dans le cadre de ICF ou d'autres écoles reconnues mondialement, parce qu'il n'y a pas uniquement ICF, toi tu as fait le choix d'être à ICF, moi aussi, International Coach Federation pour les gens qui ne connaissent pas, donc regardez sur le site de ICF, c'est intéressant, Oui. Et après on aura une annonce. Oui. Juste une précision, parce qu'au fait, ICF n'est pas une école. ICF est une fédération. C'est une fédération internationale de coachs qui regroupe tous les coachs à travers le monde et qui est présente dans 140 pays et qui a 30 000 membres qui sont adhérents à la fédération à travers le monde entier. Donc, ICF, qu'est-ce qu'elle fait? Elle certifie des coachs en fonction de leur formation, en fonction de leur parcours, en fonction du nombre d'heures exercées en tant que coach et en fonction du mentorat qu'ils font par des coachs bien sûr certifiés et qui ont quand même de l'expérience, qui les accompagnent pendant ce processus. Donc il y a toute une démarche pour se faire certifier par ICF. Donc c'est une fédération et pas une école. Mais par contre, ICF approuve des écoles quand il propose des programmes qui sont en adéquation avec les compétences qu'elle exige. Voilà, en tout cas, pour être, c'est très bien expliqué. De toute façon, pour être équitable avec toutes les écoles, par exemple, ici en Tunisie, il y a les coachs PNL, American Society of NLP ou INLPTA. Il y a aussi Haute École de Coaching qui est une école française qui est reconnue. Il y a énormément d'écoles assez intéressantes. Mais comme tu dis, ICF, c'est la plus grande fédération qui accrédite des programmes chez quelques cabinets de formation ou écoles de formation en formation de coach. Hein. Ce n'est pas une formation de formateur, mais formation de coach. Tu as voulu dire quelque chose là. Hein. C'est ça, mais on peut avoir fait une école qui n'est pas approuvée par ICF et se faire certifier chez ICF. Mais ça va demander bien sûr une mise à niveau pour les compétences. Mais il y a beaucoup de coachs qui ont fait d'autres écoles qui font une petite mise à niveau, un accompagnement pour se faire certifier. Donc, c'est tout à fait faisable. De toute façon, on a une annonce qui nous honore, nous, au Maghreb, qui te concerne, mais on va laisser ça à
à la fin de cette émission, ce live talk, pour l'annoncer parce que c'est très important. Tu as parlé de compétences et ICF, ou le programme de formation accrédité par ICF, exige des compétences particulières. Si tu peux nous énoncer, c'est quoi les compétences dont le coach utilise ou est pour pouvoir exercer ce métier? Alors, ICF a défini 11 compétences. Ces 11 compétences, elles se basent, elles sont très logiques, je dirais, parce que c'est ce qui va permettre, comme j'ai dit tout à l'heure, de créer ce partenariat selon un processus créatif. Donc, c'est un processus de dialogue qui génère un changement. Comment est-ce qu'on peut avoir un processus de dialogue qui génère un changement? Eh ben, les 11 compétences, il y a la création de la confiance et de l'intimité. Il y a bien sûr la compétence de la présence, la compétence de la communication directe, de l'écoute active, du questionnement, de l'éveil de la conscience, de la planification des actions. Donc tout ça fait que ça donne un processus à mettre en place pour pouvoir qu'il faut acquérir, sur lequel il faut énormément de pratique, parce que ça peut paraître simple comme ça, mais c'est beaucoup plus complexe que ça. Imen Barish, je pense qu'elle est du Maroc. Elle dit, Oui. que pensez-vous de jeunes coachs? À partir de combien d'années d'expérience professionnelle vous recommandez d'aller vers le coaching? Alors, je n'ai pas je ne dirais pas, je pense que la maturité n'a pas d'âge. Franchement. On peut avoir des personnes qui ont 20 ans d'expérience et qui n'ont pas forcément cette maturité pour accompagner. On va avoir des personnes qui n'ont pas beaucoup d'années d'expérience, mais qui ont quand même connu ce que c'est que l'entreprise, ce que c'est que l'organisation, mais qui ont beaucoup de maturité et qui ont, je dirais, le premier prérequis dont j'ai parlé tout à l'heure, qui est cette empathie et cette envie de voir réussir les autres. Et ça, je pense que si on a ces deux prérequis-là, on peut y aller dès qu'on sent qu'on est prêt pour ça. On peut l'apprendre, l'empathie, et désirer le succès des autres, ou c'est quelque chose de naturel, d'inné? Moi, je dirais qu'il y a une prédisposition. Je dirais, en tout cas, ça n'engage que moi, hein, ça n'engage que moi. Mais c'est écrit nulle part. Mais ça, je parle de ma petite expérience. En tout cas, quand il y a un prérequis, il y a une prédisposition, quand on aime les gens, tout simplement. Quand on aime les gens, on aime voir les gens réussir. C'est quelque chose qui est très fondamental chez le coach. Il y a des coachs de coachs, parce que les coachs sont des êtres humains aussi, ils ont besoin d'être coachés, d'accompagnés. Bien sûr, mais ça fait partie prenante de notre métier. On ne peut pas être coach sans être inscrit dans un processus de formation continue, tout le temps, d'apprentissage, de mise à niveau de nos compétences, bien sûr, du mentorat et de la supervision. Ça, c'est indéniable. C'est le cadre de ICF aussi qui réglemente ça d'une façon exceptionnelle. Exceptionnelle dans le sens où on a une certification qui dure 3 ans et après chaque 3 ans, on renouvelle nos certifications en prouvant qu'on a continué à nous former pendant les 3 ans et à nous mettre à niveau par rapport aux compétences qu'on doit développer et qu'on a été mentoré par d'autres coachs. Un petit peu de partage, ça sera intéressant. Ça t'est arrivé d'être frustré en termes de coaching parce que ton coaché n'a pas atteint ses objectifs? Alors, moi, comme on a expliqué tout à l'heure, moi, j'ai l'obligation du processus, j'ai pas l'obligation du résultat. Ça, il faut faire la part des choses. Clairement, moi, mon souhait, le plus grand souhait quand j'ai une personne qui me contacte, c'est que cette personne réussisse. C'est vraiment pour ça que j'ai fait ce métier. Maintenant, ce succès lui appartient, il ne m'appartient pas. C'est la responsabilité de mon client, c'est pas la mienne. Donc, s'il n'a pas réussi, pour quelle raison il n'a pas réussi? Il est intéressant qu'il se pose ces questions-là. Ça m'appartient pas. Donc, pas de frustration, mais j'interpelle les gens. Je leur dis, écoutez, prenez du recul et essayez de réfléchir pour quelle raison ça n'a pas marché. Qu'est-ce qui a fait que vous n'avez pas atteint votre objectif ou vous avez atteint moyennement? Et je pense qu'il faut aussi être prêt à cette remise en question et à assumer sa responsabilité aussi en tant que client.
En tant que coach, tu entends énormément de choses dans tes mandats. On est tenu par la confidentialité pour faire ce métier. Ouais. Par contre, on peut traîner ça chez soi après un mandat de coaching ou un entretien de coaching. Comment tu fais personnellement, peut-être un conseil pour les coachs ou les jeunes coachs Oui. pour faire le vide au palier parce que je pense que on fait pas endurer ça à la famille aussi. Ah, surtout pas, surtout pas. Mm. Ben, je pense que c'est vraiment le piège dans lequel il faut pas tomber, parce qu'en tant que coach, on n'est pas là pour faire l'éponge, surtout pas. Et parce que si on fait l'éponge, on ne fait pas notre métier. On est Mhm. là pour accompagner. Et donc, il faut savoir faire la part des choses. Et ça se travaille aussi, ça se travaille. Et essayer de créer des espaces-temps entre les coachings et le moment où je rentre chez moi, entre un coaching et un autre, laisser un petit espace pour se ressourcer, pour se reconnecter à soi-même, pour se reconnecter à ses émotions. Après, on est humain, on peut être touché parfois par certaines problématiques de certains clients, c'est tout à fait normal. Et quand on est touché, ce qui est très important pour le coach, c'est de le partager avec le client, de le dire, ne pas le garder pour soi. Mais dès que le coaching est fini, eh ben voilà, il faut savoir fermer le dossier sur tous les plans, reprendre ses esprits, se reconnecter à soi, respirer, méditer, faire un petit break avant de reprendre ses activités normales. Dans quelle mesure le coach pourrait accompagner un coaché dans un mandat ou pour des objectifs que lui-même ou elle-même n'a pas réussi dans la vie? Ah, alors, ça c'est important parce que c'est aussi, moi je donne souvent quand je forme, parce que je suis aussi formatrice de coach, quand je donne des formations pour les coachs, je leur dis, quand vous êtes face à votre client, ce que vous allez faire, c'est que vous allez vous débrancher. Ça y est, vous n'êtes plus dans votre tête, vous n'êtes plus chez vous, vous êtes invité chez le client. Et donc, vous allez devoir aller comprendre ce qui se passe chez le client. Vous allez aller savoir c'est quoi son univers. Vous allez aller comprendre c'est quoi ses ressources, parce que c'est une personne qui est unique et qui est très différente de qui vous êtes, de ce que vous savez faire, de ce que vous ne savez pas faire, de vos expériences. Et donc, c'est votre curiosité à travers votre questionnement impactant, à travers votre écoute active qui va vous permettre justement d'accompagner votre client à se connecter à ses ressources et à trouver des solutions auxquelles vous n'aurez même pas pensé vous-même, par vous-même. Hmm. Et c'est en ça, si tu permets, Fares, je vais juste clôturer Oui. sur ça. C'est en ça que ce métier est très riche et très beau. Parce qu'en accompagnant d'autres personnes, c'est clair que vous faites grandir les autres, mais vous grandissez aussi avec les autres. Et c'est ça ce Hmm. qui est beau. Y a plein de questions. On va revenir bien sûr à la méthode solaire dont tu es la conceptrice et ton livre Oser rayonner, qui est un livre intéressant. J'espère le voir dans les librairies tunisiennes et un peu partout dans le monde francophone. Est-ce qu'il y a des limites dans le coaching, dit Oumaima? Des limites dans quel sens? Bien sûr, il y a des limites, bien sûr. Des limites, je disais tout à l'heure, des limites par rapport à qu'est-ce qu'on cherche à obtenir de ce coaching. Il faut pas non plus croire que le coaching, c'est une baguette magique. C'est pas une baguette magique. C'est un processus qui accélère le changement. C'est-à-dire que toutes les personnes ont la capacité de changer. Sauf que quand ils font pas appel à un coach, peut-être que ça va leur demander beaucoup plus de temps. Alors que s'ils font appel à un coach, le temps est réduit. Et bien sûr, on focalise sur une problématique bien définie et on arrive à avancer ensemble. Mais c'est loin d'être une baguette magique et ça ne règle pas tous les problèmes et ça ne dépasse pas certaines limites, à savoir des limites de coaching et ne pas aller sur d'autres limites, comme on a dit tout à l'heure, telles que des problèmes pathologiques, psychopathologiques, etc. Ça, c'est pas du ressort du coach. On clôturera cette partie avec l'éthique. Par contre, j'interagis avec Mounira qui dit le coach, l'un de ses défis, c'est de convaincre le coaché d'aller dans le sens du coaching. Tu as un commentaire par rapport à ça? De convaincre le coaché d'aller dans le sens du coaching. Oui. Le coach n'est pas là pour convaincre le coaché, pas du tout. Alors, le coach, son rôle à lui, c'est d'amener son client à clarifier ce qu'il veut vraiment pour lui-même, ce qu'il veut réaliser,
en quoi c'est important pour lui et comment il va mesurer le succès de ce qu'il veut. C'est ça ce qui est important. Le coach n'est pas là pour convaincre de quoi que ce soit, c'est pas son rôle. Son rôle, c'est de déclencher des prises de conscience, de clarifier d'abord la demande. Ça, c'est le point le plus grand challenge. Le plus grand challenge, c'est de clarifier la demande parce que les gens, ils viennent avec une demande qui n'est pas claire et parfois la demande n'a rien à voir avec la vraie demande. Donc, c'est ça le plus gros morceau, je dirais, c'est d'amener le client à identifier ce qu'il veut vraiment et en quoi c'est important pour lui. Une fois qu'il a identifié ça, on va l'amener à réfléchir, à lever ses croyances, à lever ses freins, à capitaliser sur ses succès, à aller chercher les ressources dont il a besoin pour pouvoir réaliser. Et ça, on le fait avec beaucoup de présence, qui est une compétence de coach et qui est vraiment fondamentale dans la relation de coaching. Beaucoup de coachs interagissent avec toi. Il y a Bachar qui dit coaching n'est pas une baguette magique, c'est un processus. J'aime bien cette idée. Walid Mbal, qui est coach professionnel aussi, dit convaincre est problématique car c'est un forçage à ce niveau. Peut-être on parlera de l'agenda du coach et l'agenda du coaché. Dernière question avant de parler de l'éthique, parce que ça c'est un point focal dans le coaching. Le coaching à distance, le Covid-19, la crise qu'on est en train de vivre, mais nous a forcé quelque part de partir sur Zoom, sur les outils online. Mais par contre, je sais très bien que toi, tu l'as pratiqué même avant cette crise. Donc, l'impact du coaching à distance et comment créer cette bulle de confiance à travers un outil technologique. Oui, alors c'est marrant parce que c'est quelque chose moi auquel j'ai toujours cru. J'ai développé une plateforme de coaching en ligne il y a pratiquement déjà 4 à 5 ans. Oui. Je me coach.ma, c'est ça. Et ouais. Quand j'ai développé la plateforme, tout le monde m'a dit non mais c'est pas possible. C'est extraterrestre. Mais moi j'y ai toujours cru. Parce que tout simplement, on coach des personnes qui ont des postes de responsabilité, ils n'ont pas toujours le temps, etc. Alors, la relation de confiance, même virtuellement, on peut la mettre en place parce que même à travers un écran, là, on se voit, on se parle, on arrive il y a cette présence qui est là, il y a cette écoute active qui est là, il y a toutes les compétences du coach peuvent être, je dirais, utilisées. Et puis, quand on n'a pas le contact physique, eh ben, on développe d'autres sens qui deviennent encore plus aiguisés et qui nous permettent d'accompagner dans les meilleures conditions. Même si je suis une personne qui est très, très relation, mais non, ça n'empêche pas qu'une relation de coaching virtuellement fonctionne parfaitement et donne de très, très bons résultats. Et ça fait 4 ans que je le fais, moi, sans problème. Et ça marche très bien. Donc, tu l'as appris sur le tas ou on se forme sur ça pour pouvoir coacher à distance? La vérité, je l'ai, il y a un bruit. Je l'ai apprise en coachant. Donc, l'idée, c'est de se faire confiance en tant que coach et de rester à la disposition de notre client. On est là à la disposition de notre client. On active toutes nos compétences et on ne perd pas de vue la raison pour laquelle on est en train d'échanger. On reste focalisé sur l'objectif. Et avec ça, on arrive à avancer sereinement. Toi, tu es ma coach, donc je te fais une confidence en live, en direct. Il y a un point qui me dérange personnellement, parce que lorsque je rencontre les gens qui parlent beaucoup de l'éthique, je découvre après qu'ils sont loin de l'éthique. Et ça, c'est problématique. On parle de ça, on nous rappelle ça tout le temps. Il y a plusieurs coachs, avec tout le respect que je leur dois, ils en parlent tout le temps. Mais en termes de pratique et de posture, c'est pas trop intéressant. Ça veut dire quoi, éthique? Et je souhaite la bienvenue à Ansaf Baï, coach aussi professionnel. Elle dit que j'ai trouvé très efficace le coaching en ligne. La grande formatrice et master coach Catherine Brequignac de la France. Elle parle de Paul Cook aussi, que je connais. Il a réalisé des séances de coaching à distance. Il est belge. Donc, il y a du multinational dans notre live. Bah, super. J'en suis ravie. J'en suis ravie. Alors, l'éthique du coach, ça veut dire quoi, l'éthique de ce métier? Alors,
l'éthique du coach, bien sûr, il y a tout un document à lire de déontologie d'éthique du coach sur le site d'ICF. Et d'ailleurs, c'est un aspect très, très important. Maintenant, je vais te dire quelque chose. Connaître l'éthique et la déontologie du coach, connaître tous les articles par cœur, à savoir le respect de la confidentialité, à savoir ne pas divulguer ce qui a été partagé pendant les séances, à savoir ne pas coacher, par exemple, deux personnes qui sont avec un niveau hiérarchique. Il y a énormément de choses qui rentrent dans l'éthique et la déontologie. Maintenant, le connaître, le savoir est une chose, le pratiquer est autre chose. Oui. Et donc, c'est ce qui fait aussi la renommée du coach. Alors, on en parlait tout à l'heure par rapport à la notoriété du coach. Qu'on le veuille ou pas, ça reste quand même un marché qui est petit et tout le monde finit par connaître tout le monde. Donc, c'est ce qui va amener le côté leader du coach aussi, c'est-à-dire être dans la congruence. C'est ce qui va faire que le coach va inspirer confiance ou pas avec ses clients. C'est cette congruence, c'est que je prône quelque chose, mais ce que je prône, je suis le premier ou bien la première à la mettre en place. L'alignement. L'alignement. Et ça, c'est le socle de notre métier. Parce que de toutes les façons, tout finit par se savoir. Oui. Et donc, la notoriété, on l'a construit. Il nous faut beaucoup de temps, mais il suffit de très peu pour la détruire. Très, très peu. Donc, il ne faut pas oublier ça. Il faut garder en mémoire que cette fondation, si on ne la respecte pas, c'est qu'on n'exerce pas notre métier comme il devrait être fait, tout simplement. Et ça, c'est très important, justement. Et c'est un engagement personnel de la part du coach parce que vraiment, il n'y a pas de contrôle sur ça et on ne peut pas contrôler les nawaya qui m'a en tunisien, voilà. Tout ce qui est personnel, psychologique, intérieur, et ça, c'est très important. Ça, c'est la conscience du coach. La conscience du coach, justement. Emel, moi, je suis très content parce qu'aujourd'hui, on va parler aussi d'une méthode que tu as conçue. Alors, on connaît Robert Dilts, on connaît David Kolb, on connaît tout ce beau monde du coaching qui sont des gens qui viennent de l'Occident. Mais heureusement qu'il y a des coachs comme toi qui réfléchissent, qui travaillent, qui essayent de développer. Et là, j'introduis ton livre « Oser rayonner » avec la méthode solaire. Solaire, ici, c'est un jeu de mots, mais c'est des initiales, donc c'est des étapes. Alors, l'idée de ce livre, Oser rayonner déjà, un petit peu d'historique, ouais. Il date de 2018. Et m'kassra chouaya, Amel, parce qu'il n'existe pas dans les librairies tunisiennes et je te remercie de me l'avoir envoyé. Merci beaucoup. Bah, j'aurais bien aimé qu'il soit distribué un peu partout, mais ça, c'est un autre problème. C'est toute la problématique de l'édition. Je pense qu'il faut une autre session pour ça. Oui, certainement. Alors, effectivement, l'idée, moi, l'une de mes valeurs principales, c'est le partage. J'aime beaucoup partager. Je pense que c'est l'une des raisons qui m'ont fait choisir aussi mon métier de coach et de formatrice aussi pour répondre à cette valeur de partage. Et j'avais envie de créer quelque chose. Comme on dit, les paroles s'envolent, les écrits restent. Et donc, j'avais envie d'écrire quelque chose pour la laisser, voilà, dans les un petit peu comme souvenir. Dans l'histoire. Pour mes enfants. Et donc, je me suis dit, je vais tout simplement capitaliser. Je fais énormément de formations. Ça fait 10 ans que je suis coach. Et ça fait 10 ans que je me forme. J'ai fait énormément de formations, bien sûr, formation de base de coaching, mais énormément d'autres outils, de la PNL, de l'analyse transactionnelle, de la thérapie cognitive et comportementale. Bref, tu connais un petit peu, dès qu'on met le pied dans ce domaine, on s'arrête plus. Ouais. Et donc, j'avais envie de concevoir un petit quelque chose, un patchwork de tout ça, et de faire quelque chose qui soit facile à retenir, facile à mettre en place. Et comment j'ai eu cette idée, c'est qu'au fait, beaucoup de personnes m'ont dit, moi, j'aimerais bien être outillée par des choses de coaching, mais sans pour autant devenir coach. Donc, c'est ça qui m'a un petit peu titillée. Je me suis dit, tiens, ça serait intéressant d'écrire un livre, de le mettre à la disposition du public, qui serait simple. Et c'est un peu l'auto-coaching pour les aider à se développer, pour les aider à trouver, à avoir une feuille de route.
Donc, comme vous l'avez compris, la méthode solaire, le solaire, c'est un acronyme. C'est un acronyme en 7 étapes. Donc, S, c'est la situation initiale. Oui. C'est le point de départ. Qu'est-ce qui arrive là à l'instant où on se parle? Qu'est-ce qui se passe? Et puis, à partir de cette situation initiale, on va définir un objectif par rapport à quelque chose, un dysfonctionnement qu'on va identifier dans cette situation initiale. On va définir un objectif de développement. Puis par la suite, le L, c'est le leadership. Comment est-ce que je peux mettre en place des qualités de leadership qui vont servir mon objectif? Puis par la suite, c'est le A, c'est action. Quel est le plan d'action que je vais mettre en place pour pouvoir atteindre mon objectif? Et puis le I, c'est l'innovation. Je pense qu'on est en plein dedans. Quel que soit le plan d'action que je vais prévoir, tout ne se passe pas comme prévu. Et donc, j'ai besoin aussi d'être créatif et de développer, de trouver de nouvelles solutions à mes problématiques. Et R, c'est les résultats, comment je les valorise, comment je les suis, quels sont les indicateurs, etc. Et E, c'est extension. Pourquoi extension? Parce que c'est jamais fini et que on est toujours engagé dans un processus de développement permanent. Et donc, ça nous pousse à amener, à capitaliser sur notre succès, sur nos réussites pour identifier un autre objectif. Donc, c'est pour ça qu'elle est circulaire et ça fait briller, ça fait rayonner. Ça fait rayonner. Justement, ce qui est intéressant dans ce livre, c'est qu'on a l'habitude aux livres de développement personnel qui sont pointus, très techniques, où il y a des méthodes théoriques, des process, etc. Mais il y a le process ici, il y a de l'accompagnement, il y a des requêtes, il y a des exercices. Donc, dans le livre, étape par étape, le coaché, parce que c'est de l'auto-coaching quelque part, le coaché va être amené à répondre à des questions, à être challengé et ainsi de suite. Et il y a des études de cas qui rappellent un petit peu le concept des romans développement personnel, mais c'est des études de cas qui parlent d'un personnage qui s'appelle Shams. Et c'est toujours dans le cadre du soleil, le solaire. Ben oui, notre soleil nous inspire. Hein. On a la chance d'être des pays solaires où on a le soleil tout le temps. Et ça m'a inspiré. Donc, effectivement, à la base, je voulais écrire un livre avec une méthodologie, mais je me suis très vite rendu compte qu'il fallait être plus pédagogique. Et donc, dans les exercices que je proposais, je me disais, quelqu'un qui n'a jamais fait de développement personnel peut être bloqué dans certaines questions. Et donc, si je veux l'étayer par une histoire, c'est-à-dire que la personne répond pour elle-même aux questions qui sont posées au lecteur, donc ça peut l'aider aussi dans la réflexion et ça peut l'aider pour pouvoir trouver ses propres réponses. Donc, j'ai introduit le personnage de Shams dans l'histoire et donc ça fait un livre méthodologique, mais aussi une histoire qui vient un petit peu donner de l'humain et donner de l'émotion au livre. Shams, tu l'as rencontré quelque part ou tu l'as rencontré dans plusieurs personnages dans ta vie? Ah, alors Shams, si on lit bien le livre, c'est l'histoire, au fait, c'est comment je voudrais pas un petit peu tout spoiler. dire. Voilà. On va pas spoiler le livre, oui. Voilà, je vais pas tout dire, mais juste pour vous donner un avant-goût, Shams, au fait, c'est la coach l'accompagne à écrire un livre. Très bien. Ça donne envie de lire ce livre-là. Il y a beaucoup de gens qui sont en train de noter. Il y a Mounira qui a noté toutes les étapes. Hein. On te suit énormément. Donc, solaire, situation initiale, objectif, leadership, action, innovation, réalisation, extension. C'est intéressant. Walid Mbark dit « Le coach devient un artisan de lumière que fait jaillir la vérité de cette noirceur qui enveloppe le coaché. » Donc, une vibration cosmique pour aider l'autre. La poésie commence déjà dans le live. Rim, bienvenue. Moab dit, utiliser cette étude de cas, c'est important, c'est exactement le persona en design thinking. Ça va permettre au lecteur de se mettre dans la peau du personnage fictif et s'approprier l'histoire Moab du Maroc. Je te salue. Abir, elle dit un livre très intéressant. Peut-on l'acheter en ligne? Réponse? Oui, on peut l'acheter en ligne. Il y a un lien sur jemecoach.ma. Il y a un lien où on peut commander le livre. Voilà, donc il faut commander le livre en ligne. On peut voir après la distribution, peut-être aider aussi ML à le faire venir ici à travers les grandes librairies tunisiennes parce qu'il y a énormément de coachs. Il y a Ali Boussafa là aussi qui est coach. Elle dit où est-ce qu'on peut trouver ce livre-là. Donc déjà, ça donne envie de le lire. Donc la méthode solaire,
Il y a énormément de choses dans ce livre-là. Nsaf Bey dit peut-être elle peut s'apparenter à la méthode SCORE, mais c'est plus développé. Alors, on précise, hein, solaire, c'est déposé en ton nom, c'est ça? Oui, oui, c'est déposé. Voilà, Oui, donc avec le... on ne l'utilise pas sans l'autorisation de la conceptrice. Pour être clair, cette méthode-là est la propriété intellectuelle de coach professionnel Emel Hihi, juste pour ouais, préciser. oui, c'est déposé. C'est déposé. Et toi, tu as une formation solaire, Tout justement. à fait. La formation est venue avant le livre ou le livre avant? Non, elle est venue après le livre. Alors Après le attends, livre. elle est venue. Alors je suis en train de réfléchir parce que j'ai plus la j'ai plus la chronologie. Mais voilà, j'ai eu. Non, le livre est venu après. Voilà, j'avais développé la méthode avant et je l'avais animé en séminaire et en conférence. Et c'est ce qui aussi m'a encouragée à écrire le livre. C'est parce que j'ai eu énormément de retours positifs de la part des personnes qui ont suivi les séminaires et les conférences. Et donc, je me suis dit, il est grand temps de l'écrire en livre. Et la belle aventure a continué parce que j'ai beaucoup, beaucoup de plaisir à l'animer. Je l'ai décliné en séminaire que je donne en intra et en inter-entreprise. Et donc, j'ai eu beaucoup de plaisir à l'animer en Afrique de l'Ouest. Donc, je l'ai animé à Dakar, à Abidjan, au Togo, bon, bien sûr au Maroc, dans toutes les villes du Maroc. Et donc, cette année 2020, j'avais prévu justement d'aller l'animer un peu partout à l'international. Mais bon, le fait est qu'aujourd'hui, on est confiné, mais ce n'est que partie remise. Justement, comment tu as vécu le confinement pendant cette crise-là? Bah écoute, comme tout le monde, j'imagine. D'abord, c'est tout simplement une courbe de deuil. Hein, Hum, on l'a vécu comme une courbe de deuil. D'abord le déni au début, et puis de la colère parce que qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je pourrais pas voir mes enfants, mes parents, etc. Et puis on finit par accepter et on finit aussi par avancer, par trouver un sens à tout ça, par essayer justement de faire de l'introspection, de voir qu'est-ce qu'on peut changer en nous, qu'est-ce qu'on peut changer de notre façon de faire. Et donc dans cette courbe de deuil, j'ai lu un article dernièrement que je trouvais très intéressant d'un psychologue américain qui a écrit dans Harvard et qui a décrit que on pourrait rajouter maintenant à la courbe de deuil, on pourrait rajouter une autre étape qui est le sens, qui n'existe pas aujourd'hui. Mais suite à ce qu'on vient de vivre, on pourra rajouter une étape de sens. Et voilà, je pense que si on arrive à trouver du sens à ce qui se passe et avoir au-delà de ce qui se passe là à l'instant présent, dépasser bien sûr nos peurs et nos angoisses, on arrive à le vivre mieux. Donc, tu as assez profité en termes de développement personnel dans cette période. Oui, je me suis pas mal formée. Voilà, ça m'a permis aussi de prendre du recul et de voir ce qui est essentiel dans nos vies et nous rendre compte aussi qu'il y a beaucoup de superflu et il y a beaucoup de choses qu'on pensait être acquises pour toujours et qui ne le sont pas vraiment. Donc, Hum. on connaît beaucoup plus la valeur des choses. On va clôturer avec quelques conseils pour les jeunes qui sont en train de nous suivre, qui sont intéressés par le métier de coach. Qu'est-ce que tu leur conseilles? Qu'est-ce qu'ils doivent faire? C'est quoi les premières étapes? Et ainsi de suite. Et bien sûr, il y a des coachs confirmés qui sont avec nous probablement parce que tu t'es ressourcé pendant cette période-là. Peut-être tu vas partager avec nous quelques nouveautés. Bah, déjà, pour le conseil que j'ai pour les coachs, c'est d'écouter leur cœur, d'écouter leur intuition, parce que je pense que c'est ce qu'il y a de plus fort dans notre métier. C'est aussi, il y a les comportements, il y a les compétences, il y a les outils, il y a les techniques, il y a tout ça. Oui, c'est vrai. Mais au-delà de tout ça, il y a notre cœur, il y a notre intuition, et c'est ça qui fait de nous des personnes différentes, et notre énergie. Donc, prenons du temps à la développer. Il faut prendre le temps pour soi, pour se développer soi-même et se remettre en question d'une manière continue. C'est jamais fini. Et le jour où on arrête de se remettre en question, on arrête de progresser. Donc c'est un apprentissage sans limite. Et pour quelqu'un Mhm. de cognitif comme moi, ça me convient parfaitement parce que je continue d'apprendre. Et puis aussi, ce que je dirais, c'est que j'ai développé pendant cette période de confinement un nouveau séminaire, un webinaire qui est sur la résilience. Donc, j'ai pris beaucoup de temps
à travailler sur ce webinaire. Et que j'aurai le plaisir, je vous l'annonce, mais vous allez l'apprendre, que je vais avoir le plaisir d'animer pour ICF Tunisie en juin. En juin. Donc, tu seras parmi nous en juin. Inch'Allah. Inch'Allah. Donc, marhaba bik Non, en ligne. En ligne. Mais marhaba bik fi Tunis, ça même en ligne. Et bien sûr, marhaba bik en live, face to face ici en Tunisie, parce qu'on a besoin aussi de ta compétence. Une grande annonce très importante pour le Maghreb, parce qu'on est unis certainement, ça nous intéresse. Tu as franchi un autre palier au niveau de ICF qui est très important. Peux-tu nous en donner un peu plus d'informations? Effectivement, j'ai eu vraiment le grand plaisir de faire partie de la première cohorte en français pour former les assesseurs, qu'on appelle les PCC marqueurs. C'est quoi? C'est au fait les évaluateurs, c'est les coachs qui évaluent les autres coachs qui demandent la certification pour le compte d'ICF. Et donc, la formation existait uniquement en anglais. Et aujourd'hui, elle existe en français. Et la première cohorte, on était une vingtaine de coachs et j'en fais partie et je viens d'être certifiée il y a une semaine. Donc, je fais partie… Merci beaucoup. Donc, je fais partie aujourd'hui des assesseurs pour certifier les personnes à travers le monde, les coachs à travers le monde pour devenir des coachs certifiés. Voilà. Très bien, Shalom Mabrouk, et j'espère que, bien sûr, tu vas partager encore plus. Tu as le sens du partage. Je voudrais mentionner un point très important. Moi, j'ai rencontré Amel lorsque j'ai suivi mon parcours de coaching, et c'était parmi les premières coachs qu'elle m'a accompagné. Et d'ailleurs, je parle toujours de Robin Sharma, que j'ai découvert à travers toi. Je suis parti chercher dans les librairies de Casablanca le livre Le moine qui vendit sa Ferrari, qui est un livre qui te touche. Et effectivement, toi, tu l'offres aux personnes que tu apprécies. Moi aussi, je l'offre maintenant aux personnes que j'apprécie parce que c'est un livre très inspirant, Le moine qui vendit sa Ferrari. Donc, je te remercie énormément pour ce moment de bonheur extraordinaire. Merci à toutes les personnes qui ont assisté à ce live talk. Je rappelle aussi que Amel Hihi, elle a ce livre Oser rayonner, donc rentrez sur jemecoach.ma pour le commander en ligne et c'est la méthode solaire initiée par Amel Hihi. Je te donne le dernier mot, je t'offre ça et je te souhaite une bonne soirée. C'était un grand plaisir de t'accueillir, Amel. Vous allez trouver ce live talk sur ma chaîne YouTube Faris Bensuila. C'est à toi, Amel. Merci beaucoup, Faris, pour ce moment de partage. Je ne vois pas les personnes, mais je sens leur énergie. Vous m'avez porté et je vous remercie pour toutes vos bonnes ondes. Et c'est toujours un plaisir de partager une passion qui nous lie et qui nous porte. Voilà, prenez soin de vous et de vos familles en espérant vous voir, Inch'Allah, dans les prochains jours, les prochains mois. Merci beaucoup. Merci à toi. Les personnes qui veulent te contacter, c'est sur jemecoach.ma ou sur Shine Group, dont tu es la CEO. Voilà. Voilà. Donc, sur ma page Facebook, sur LinkedIn, je suis partout. Ok. C'était un grand plaisir. Demain, je voudrais faire une annonce. Demain, les amis, vous êtes avec nous. C'est très important. À 15h, heure de Tunis, je reçois Monsieur Zied Louissi, qui est directeur général du Centre national de la promotion de la formation continue, la CNFCPP. C'est le cœur, on parle de qualité, de la belle formation continue qui est très important, qui vient d'être instaurée en Tunisie. Donc, soyez au rendez-vous, 15h, heure de Tunis. Merci infiniment, Amel, je te souhaite une bonne soirée. Et le bonjour à tout le monde au Maroc. Bonjour à tout le monde et à très bientôt. Aïdik Mabrouk. Aïdik Mabrouk, Inch'Allah. Au revoir. Bye bye. Au revoir.